Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est le 7e numéro de cette saison sur TV78 et le 116e de l'histoire de la chaîne. Vous l'aurez compris, vous êtes ici dans une institution. Au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite, vous le connaissez tous, il nous vient tout droit des contrées versaillaises. Il adore le golf et le rugby, mais il peut s'exprimer surtout. On le surnomme dans cette émission le gladiateur. Mais aujourd'hui, pas d'armure, mais un joli costume de Noël. Pierre Chevalier est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous, Père Noël ? Eh ben, ça va très bien, les couleurs de circonstance pour cette émission spéciale Noël dans l'esprit magique de Noël. Vous êtes en pleine forme. En pleine forme, du sport, des paillettes, on y va. On continue notre tour de table musique. Lui a l'habitude des plateaux de télévision. C'est une légende de ce talk. Il connaît tout sur tout, mais il est trop humble pour l'admettre. On le surnomme dans cette émission l'Italian Lover. Grégory Canelli, journaliste chez TV78, est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Super bonnet de Noël. Bah voilà, j'avais pas le pull moche de Noël, j'ai pas forcément respecté le thème, on a un pull dans l'esprit de Noël et donc j'ai rajouté le bonnet du Père Noël pour être totalement dans le thème. Et la moquetas aussi. Et la moquetas en dessous, la moquetas de l'Italiano, forcément, voilà. C'est votre tenue Italian pour Lover. faire du ski, c'est ça ? C'est ça, c'est pour se réchauffer au coin du feu avec un petit chocolat chaud l'hiver et on est bien. Avec Maria Carré en fond. Alors on continue à ma droite, musique. Lui aussi est une légende de cette émission. C'est un spécialiste basket, mais il s'y connaît dans tous les sports. Il joue dans le club de basket de Trappes et il a une grande expérience internationale. It's showtime. Bonjour, Mike Monkongo Bonjour, est avec Mickaël. nous. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Comme il a dit tout à l'heure, Jean, dans un esprit de Noël et puis en espérant que je vais apporter pas mal de cadeaux à tout le monde. Alors un petit Père Noël aussi pour vous sur votre pull. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Ouais, dans l'esprit moderne, dans l'esprit du temps. effectivement. Alors on termine à ma gauche, musique, c'est lui aussi une encyclopédie vivante sur le monde du sport et notamment sur le football et le golf. Il a l'expérience des grands rendez-vous, c'est pour cela qu'on l'a intégré à cette émission. La légende vivante Patrice Carmouze sera avec nous pendant une heure. Comment allez-vous, Patrice ? Ça va, je vais faire la guerre avec les stars du sport. Est-ce qu'on peut faire un débat sur le bonnet de Grégory tout de suite ou pas ? Ah, je sais pas, hein. Bon, on verra peut-être. Ouais. On a déjà beaucoup. Ça prend trop de temps. Il y a eu déjà un gros débat avant l'émission, il y en aura sûrement un très grand C'est vrai après. qu'il appartient d'ailleurs, j'ai trouvé en rédaction, hein, c'est un bonnet perdu, hein, Voilà. on peut peut-être mettre une alerte enlèvement, je ne sais pas. Mais... On va voir ça. En fait, c'était quelqu'un qui avait des poux qui avait dit ça. Vous verrez bien après. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler de basket. La Ligue nationale de basket vient de dévoiler la liste des 20 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game français le 29 décembre prochain. On retrouvera sur le parquet de l'Accor Hotel Arena un Yvelinois. Le prodige Victor Wembanyama a été retenu pour participer à l'événement. Il sera remplaçant dans l'équipe de France face à l'équipe des étrangers. Le joueur de l'Asvel, passé par le Chêne et Versailles, est à 17 ans l'une des plus grandes promesses du basket français. Avec ses, écoutez-moi bien, 2,19 m, il attire tous les regards des scouts de la NBA. Alors la question sur ce thème, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour le sélectionner pour le All-Star Game ? Vous votez, oui ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui pour vous, Patrice, oui pour vous, Grégory, non pour vous, Pierre. Allez, on fait un petit duel entre... C'est trop tôt. C'est Pas trop trop tôt. C'est pas trop tôt. Non, pas c'est trop bien, tôt. c'est bien. Alors on fait un Non, petit c'est bien, duel c'est rouge. entre Grégory et Pierre. Pierre, vous commencez ? Allez, je commence. Donc ce n'est pas trop tôt pour vous. Pas trop tôt, non, parce que c'est le All-Star Game et c'est pas encore des grosses compétitions où ça peut être vraiment haché et des matchs difficiles. C'est de l'exhibition, donc c'est de l'événementiel. Un prodige comme celui-là, vous avez rappelé ses mensurations, même si il est beaucoup plus long que large et il va encore s'emplumer avec l'avenir. C'est une petite pépite qu'il faut voir dès qu'on peut, en gros, en plus de son club de L'Asvel. Et sur un match exhibition comme le All-Star Game, où on réunit tous les meilleurs joueurs français du championnat et les étrangers du championnat, il faut le voir. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il sera pas ciblé. Il sera pas mis en danger sur un match exhibition. Donc non, pas trop tôt, parce qu'il faut qu'il se frotte aussi à des événements avec du public télévisé. Il y a déjà la Pro A comme ça, hein, mais en gros c'est le bon moment pour le montrer, qu'il sorte un petit peu du bois et puis continue à le montrer. Il va aller très haut. Il est déjà très haut, il va aller très haut, ce petit Victor.
Grégory, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, on le rappelle, il est remplaçant. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une sélection un peu buzz qu'une sélection sur le plan sportif. Je m'explique. Depuis le début de saison, Victor Wembanyama a joué très peu de matchs avec l'ASVEL. Alors, il n'a pas été épargné. Il a eu une longue fièvre à un moment donné, un virus qui l'a éloigné des terrains et qui l'a cloué au lit pendant quelques semaines. Ce n'était pas le Covid. Ce n'était pas le Covid. Il s'est aussi fracturé le doigt à un moment donné, sûrement la main droite d'ailleurs, et ça l'a aussi éloigné des terrains pendant 3 semaines. Donc j'ai l'impression que plus sur ses performances sportives, on l'a pas regardé sur ses performances sportives, plus sur le buzz. Et forcément, Wembanyama, dès qu'il sort quelque part, il y a sa photo, il est plus haut que tout le monde, il est plus grand que tout le monde, 2m19. On sait qu'il est suivi par les spécialistes de la NBA qui le voient déjà premier à la draft en 2023. J'ai peur qu'on le mette peut-être trop tôt. Laissons-le montrer ses preuves et faire ses preuves avec l'ASVEL. Et je crains que ça va le projeter trop vite sur. Ça va sur le devant. desservir pour vous? Pour moi, ça peut le desservir cette sélection All-Star Game, alors qu'il n'a pas forcément montré tout son potentiel encore sur les terrains. Patrice, qui vous a convaincu, Pierre ou Grégory? Moi, je suis d'accord avec Pierre. Donc, c'est le Mbappé du basket, quoi. Donc, on a envie de le voir en tant que spectateur. C'est vrai qu'on a envie de le voir. Il a raison de dire, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition. Voilà, c'est plutôt une exhibition. Donc, c'est bien de le voir. Et puis, c'est bien de le voir en haut niveau avec d'autres, avec les joueurs de l'équipe de France, avec des très très grands joueurs. Donc, c'est bien de le voir aussi à ce niveau-là. C'est vrai que son problème, c'est les blessures un peu qu'il a accumulées. Les jeunes, jusqu'ici. les jeunes, il y a beaucoup de blessures. Est-ce qu'il grandit très vite? Mais je crois qu'on a envie de le voir, qu'il a envie aussi de se voir avec les autres. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous connaissez très bien Victor Wembanyama, vous commentez notamment les matchs de la NBA, mais vous suivez avec attention le championnat de France. Qu'est-ce que vous en pensez de Victor Wembanyama? Tout d'abord, j'étais mitigé, moi. C'est pour ça que ce qu'il a dit Jean ou Greg, je partage, parce que... Enfin, Pierre plutôt, excusez-moi. Et c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Mais après, pour ma part, pour pas répéter ce que les autres ils ont dit sur le plateau, ce qui est important, c'est qu'il a été sélectionné par rapport à son potentiel. C'est-à-dire que son caractéristique à devenir un très grand joueur, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui va se faire drafter d'ici les prochaines années. On parle d'une draft en 2023 normalement. Exactement, donc voilà, il va sûrement être le Français le plus drafté plus haut au niveau du classement, en sachant on sait qu'on a des gars comme Kylian Hayes qui était drafté en 7e position, ou des Tony Parker et j'en passe. Mais attendez, pour les gens qui draftés, vous pouvez, parce qu'il n'y a pas forcément, enfin il y a des gens qui regardent, il y a aussi des gens qui connaissent pas forcément tout, mais c'est appelé par. Ce sont les plus grands potentiels de la terre entière, on peut le dire. C'est ça. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Tous les meilleurs joueurs européens ou de la terre entière qui vont aller aux États-Unis, et qui vont être soit draftés en premier tour, c'est-à-dire sur les 30 premiers, et en deuxième tour où ils prennent les 30 restants jusqu'aux 50. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Et puis aussi, comme il a dit Greg, c'est un peu aussi le buzz, c'est le prodige français où tout le monde a envie de le voir. C'est un formulaire qui est plutôt exceptionnel parce que... Oui, parce que quand on regarde finalement ces 5 dernières rencontres, ces 5 derniers matchs, il marque en moyenne 5 à 6 points, donc c'est pas forcément fabuleux. Alors 16 minutes de jeu, il a pris beaucoup de rebonds par contre, notamment face à Orléans avec 8 rebonds. Il réalise environ une passe décisive par match. On voit que c'est un joueur en devenir. Oui, c'est un joueur si en on regarde devenir. ses statistiques. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé son rythme de croisière parce qu'il était blessé, comme on l'a dit. Il a perdu 7 kilos en plus. Exactement, il a été blessé, malade. donc voilà, il faut lui laisser un peu le temps, mais c'est un formulaire qui va être bien pour lui, je pense. Et je pense qu'en plus, moi je sais de quoi je parle en termes de plutôt de l'excès inverse en petite taille. Je pense qu'il doit avoir aussi en ce moment, quand il est encore en croissance, un besoin et un impératif de prendre possession de son corps. Là, ça doit pas forcément être évident sur un parquet de basket de mouvoir les 2m19, l'envergure qu'il a. On a revu une photo avec l'envergure qu'il a avec ses 2 bras. Il faut qu'il puisse l'utiliser, savoir l'utiliser son corps comme une arme. Vous parliez des rebonds. Quand on fait une tête et demie de plus que quasiment tous les joueurs des 2-5 majeurs qui sont déjà grands, c'est plutôt logique. On a des facilités. Et je pense qu'à son âge et en développement physique, il faut qu'il prenne possession de son corps, qu'il se muscle aussi, parce que là, il est plutôt élancé que costaud, de manière à pouvoir justement encaisser et les matchs de Pro A et d'Euroleague, et puis bientôt la NBA.
Il fait 3 cm de plus que Rudy Gobert, qui était l'un des plus grands Français sur les parquets. Rudy Gobert, 2m16, 2m19 pour Victor Wembanyama, qui n'a toujours pas terminé sa croissance, Grégory. Ouais, qui n'a pas terminé sa croissance, ça va se terminer sur la vingtaine. Ça va spécialiste, ça va bientôt se terminer. Oui, mais il doit encore progresser. Pierre le rappelait très bien, il doit encore progresser, et notamment sur le travail défensif, qui est peut-être encore son point faible. On sent que dans le physique, il faut qu'il prenne aussi un peu plus d'ampleur. On va voir, là il avait perdu, je disais, 7 kilos quand il a eu son virus, donc forcément un retour sur les parquets qui va être long. On commence à le revoir, il a joué 9 minutes intéressantes contre Monaco lors du dernier match cette semaine, donc on va le revoir. Maintenant, moi j'ai peur que sur la sélection Buzz, ce ne soit trop tôt. Peut-être fallait-il attendre un an supplémentaire. Il n'y a aucun risque. Après honnêtement, il y a aucun risque par rapport à ça. Le seul risque, c'est peut-être se dire qu'ils prennent le melon, mais je pense pas du tout, parce que c'est un garçon qui est assez stable quand même. Et donc par rapport à ça, non. En plus, c'est un contexte un peu NBA, parce que le All-Star Game, c'est beaucoup de shows, il y a plein d'événements autour de ça, tu joues devant du monde. Donc voilà. Mais après, dans l'ensemble, c'est un gamin qui doit progresser dans pas mal de choses. Voilà, il est encore tout jeune, donc il y a plein de choses à travailler. Et ce sera peut-être la seule occasion pour le public français de voir Victor Wembanyama dans un match comme celui-là. Profitons-en. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de tennis et des premiers matchs de notre Yvelinois Arthur Rinderknecht en Coupe Davis. Coup de projecteur également sur le 7e ballon d'or du joueur du PSG, Lionel Messi. Méritait-il ce ballon d'or 2021 ? Nous nous poserons la question, mais avant de parler de ces thèmes, on va parler football et de la Coupe de France. On va donc parler football et de la Coupe de France. Au 8e tour, toutes les Yvelines ont scruté avec attention ce derby rarissime à ce niveau de la compétition. Versailles recevait Poissy fin novembre, un match équilibré qui s'est finalement soldé par une qualification des Versaillais sur le score de 1-0 avec une réalisation de Christopher Ibailly. Un match longtemps indécis qui aurait pu voir Poissy l'emporter. Plusieurs décisions arbitrales ont été litigieuses en fin de match. Poissy aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty. Il y a eu un but refusé pour un hors-jeu. Quoi qu'il en soit, Versailles sera en 32e de finale, en plus d'être deuxième du championnat de National 2. Un début de saison idéal pour Versailles. La question sur ce thème, doit-on tomber dans l'euphorie après cette qualification en 32e de finale de la Coupe de France ? Vous votez, oui ou non ? Est-ce qu'on doit tomber dans l'euphorie ? Oui pour vous, Patrice ? Non. Ah bah Patrice, ça sera votre premier duel dans cette émission. Alors Patrice, vous commencez et on va... Pierre, pour répondre à Patrice ? Non, je ne sais pas s'il faut tomber dans la forêt, mais enfin, d'abord, on est content, c'est formidable pour ce club, qui est un club qui a de l'ambition, qui commence à s'armer. Il y a l'arrivée de Jean-Luc Haribard, il y a des gens, il y a des structures qui sont en train de se renforcer aussi. Jean-Luc Haribard qui devient le nouveau directeur général de l'équipe senior, notamment. L'équipe senior qui va donc il vient pas pour rien, je suppose. Donc c'est un club qui a de l'ambition, qui est deuxième, vous le disiez, donc il peut monter en national. Alors je sais pas si c'est de l'euphorie, mais c'est vachement bien. Alors là, je pense qu'en plus, ils vont être... on ne sait pas contre qui ils sont, contre un club plus faible qu'eux. Sarre-Union. Voilà. A priori. Alors, l'US Sarre-Union, un club alsacien qui évolue en National 3. Donc voilà, c'est forcément une belle occasion. Donc, National 2, National 3. Même s'il n'y a pas toujours de logique en foot, ils ont des chances d'arriver en 16e. Ce qui est quand même formidable. Supposer qu'ils rencontrent le PSG en 16e, c'est leur rêve, je crois. Ça serait bon, c'est de l'euphorie pour les gens de Versailles, pour aller voir, pour les supporters, pour les joueurs aussi. C'est quand même une magnifique aventure, la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, ça a été condamné parce que ça ne reposait pas sur grand-chose. La Coupe de France, c'est l'histoire même du foot. Donc, oui, dès qu'un club de National 2 arrive en 32e, on peut être euphorique. Pierre, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds qu'on peut. Attention, vous connaissez très bien les Versaillais. Rugby Club de Versailles. On peut apprécier, ne pas bouder son plaisir. De là à verser dans l'euphorie, vraiment, là, pour répondre à votre question. Non, pour deux questions de contexte. La première, et Patrice l'a rappelé, c'est sur l'évolution prochaine, là, dans un futur très proche du club de Versailles qui se structure, qui a passé un cap en termes de budget, qui théoriquement devrait le faire en termes d'organisation et de structuration, avec quelques grands noms qui arrivent, qui végètent. Ça va le faire sur l'été prochain et sur le prochain mercato, surtout s'il y a monté. Et le deuxième point, c'est sur
peut-être 5 dernières saisons de Versailles qui ont été quand même relativement sérieuses sportivement. C'est-à-dire qu'il y a eu des tours de Coupe de France, il y a eu des belles performances de championnat. 8e tour de Coupe de France en décembre 2018 contre Lens, puis les 32e de finale de la Coupe de France face à Granville en 2020. Voilà, donc ils sont, on va dire, presque habitués à des belles performances en Coupe de France. On en parle suffisamment ici en disant cette compétition est magique, et ça, pour le coup, c'est un des gros avantages du football d'avoir cette compétition. Il y avait le challenge Yves du Manoir en rugby, mais rien à voir avec cette possibilité qu'ont les clubs amateurs de rencontrer des pros un petit peu plus loin dans la compétition. Et Versailles est habitué à ces performances. Il y a eu ce match contre Lens que vous rappeliez, qui était... Vous êtes en train de dire qu'ils sont tellement habitués qu'on ne doit pas tomber dans l'euphorie. Non. Je dis qu'on ne boude pas notre plaisir, mais il ne faut pas s'emballer. Là, le tour en plus leur est favorable. Le 32e qui se joue le 18 leur est plutôt favorable sur le papier. Ne nous emballons pas, mais on peut là vraiment voir le 16e. Et là, peut-être... 16e et 8e, là on pourra peut-être s'emballer et verser dans l'euphorie. Mais ça dépendra du pari de Grégory Canalès sur l'issue du match. Je ne me prononcerai pas, on verra tout à l'heure. Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous étiez partagé, qui vous a convaincu? Non, j'étais pas partagé, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est bien pour le sport ici dans la région, c'est bien pour le football. Après, faut pas s'emballer parce que, comme il a dit, l'objectif du club, c'est s'inscrire dans la durée. Donc, on sait qu'à la fin, le terrain, il va parler. Parce que si jamais ils vont je sais pas moi, s'ils vont passer ce tour-là, à la fin de la journée, faut gagner la compétition. Si on la gagne pas, c'est pas si important. Ça marque quand même peut-être l'histoire du club quand même, parce que le meilleur parcours de Versailles en Coupe de France, c'est un 16e de finale. Grégory, vous confirmez? 1948, une défaite face à Guignon. À l'époque, non, j'y étais pas. Mais et le club s'appelait à l'époque l'Entente Sportive Versaillaise. Oui, alors moi je suis d'accord avec Pierre. Ce n'était pas encore le FC Versailles 78. C'est ça, sur ce que disait Pierre. Si effectivement Versailles se qualifie en 16e de finale, là on pourra tomber dans l'euphorie. Pourquoi il ne faut pas tomber tout de suite dans l'euphorie? Parce qu'il n'y a pas un adversaire non plus de renom en face de Versailles pour ce 32e de finale. C'est une équipe qui est moins bien lotie. Elle est en National 3, donc une division en dessous des Versaillais. Donc si les Versaillais se font sortir dès le 32e de finale, c'est un peu la douche froide. On aurait pu être euphorique s'il y avait eu dès les 32e un match face au Paris Saint-Germain. Là, il y avait de quoi être euphorique. Moi, je pense qu'il faut attendre et être le tirage au sort qui nous fait justement penser qu'on n'est pas encore dans l'euphorie. Et qui dit tirage au sort dit que peut-être 16e, peut-être 8e, peut-être quart de finale. On ne sait pas. Donc, pourquoi bouder son plaisir, quoi? C'est formidable, je trouve. Mais en tout cas, voilà, il faut que le FC Versailles soit sérieux, élimine cette équipe, normalement, si fait respecter sa hiérarchie, et après, on verra peut-être un tour face au Paris Saint-Germain. Juste pour un titre de comparaison, moi, j'avais assisté à un match d'un club amateur face au Paris Saint-Germain, un club en Essonne, l'Inas Montlhéry, face à quasiment 20 000 supporters. C'était un 32e de finale. Là, il y avait de l'euphorie. C'était une fête totale, et je pense que les joueurs de l'Inas Montlhéry s'en souviendront encore pendant longtemps. Attendons de voir une telle affiche pour Versailles, et il faut d'abord qu'ils passent contre Sarre-Union, et ce ne sera pas une mince affaire. Après, logiquement, plus ils gagneront de tours, plus ils devraient rencontrer de gros clubs, normalement. Et l'euphorie, elle est là. Dans la Coupe de France, c'est des parcours comme Calais, comme Clermont Foot à l'époque, et c'est quand on prend le scalp de clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1. Là, l'euphorie, elle est là, parce qu'il y a un tel décalage au départ sur l'affiche, que là, quand les amateurs passent au mental, à l'enthousiasme et à l'euphorie, là on peut se lâcher. Là, on peut envoyer les choix. C'est sûr, Versailles, c'est un club qui monte, qui est encore en National 3. Enfin, c'était la DH encore il y a quelques années, qui monte en championnat, qui est deuxième en National 2 derrière Lorient, et en plus derrière une réserve qui ne peut pas monter. Donc oui, il y a de quoi être enthousiaste. Euphorique, je ne sais pas encore. Cela dit, c'est vrai que s'il passe pas le 32e, ça sera pas l'euphorie, ça sera le faux plat. Mais après, honnêtement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la structuration du club. C'est ça qui est beau à voir. Oui, parce qu'il y a une vraie volonté de vouloir construire quelque chose autour de tout ça. Pierre en a parlé, c'est un promoteur immobilier vraiment qui a injecté de l'argent dans le club. C'est Fiducim City qui a injecté entre 4 et 5 millions d'euros. On ne connaît pas exactement les chiffres, mais ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. On parle même peut-être d'un futur stade sur le plateau de Satori. On ne sait pas encore.
C'est ça Parce que finalement. le stade est un problème si jamais ils montent, je crois. Hein. C'est ça, il n'est pas C'est ça. homologué. Ils ne peuvent pas jouer en nocturne dans leur stade Maubon à La cause chambre de Louis notamment XIV, de dans un rayon de 5 km, on ne peut pas Et on avoir peut de pas- lumière c'est ça, la proche nuit. du château. C'est ça. Trinqueur. Donc c'est un club qui se structure, Mike Dommage parce que Congo. dans le parc du château, ça aurait été bien que. C'est un exemple aussi pour tout le monde parce que pour construire un club, il faut pas que de l'argent. Il faut de l'argent, il faut les personnes pour, il faut les joueurs pour. Donc ça commence toujours par là-haut jusqu'aux joueurs. Donc c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Donc après, il faut voir sur la continuité ce que ça va donner. On suivra ça en tout cas avec attention. La rencontre de Coupe de France ce sera le 18 décembre prochain en Alsace. Bon courage aux Versaillais. On passe à notre prochain sujet. En tennis, l'Ivinois Arthur Reinerknecht a joué fin novembre en Coupe Davis avec l'équipe de France. Bilan mitigé. Le joueur de 26 ans a perdu en simple face à Cameron Norrie, 12e mondial, 6-2, 7-6. Mais il a remporté le double avec Nicolas Mahut, 6-1, 6-4 face à la Grande-Bretagne. Mais les Bleus sont éliminés de la compétition. Il a annoncé après son tournoi vouloir garder le positif et surtout sa première victoire dans la compétition. Arthur Reinerknecht, le Saint-Germanois, qui est le beau-fils de Patrick Ottaway, le conseiller sportif territorial du comité des Yvelines de tennis. Patrick Ottaway nous donne son avis sur ses performances à la Coupe Davis. On l'écoute. J'ai évidemment regardé son match de simple et son match de double. C'est une vraie fierté pour nous parce qu'en fait il a eu un comportement exemplaire. Il a 2 balles de 7 au second. J'aurais bien aimé voir un 3e, ça aurait pu basculer. Il a été très combatif, très vaillant, très concentré, très performant en double. Et on va dire que c'était une journée de première sélection d'équipe de France, première fois numéro 1 de l'équipe. Première défaite en Coupe Davis, première victoire, mais un bilan super positif et je pense que ça va l'aider encore à passer un cap. La question sur cette thématique, est-ce qu'on peut dire que les débuts d'Arthur Reinerknecht avec l'équipe de France sont réussis? Oui ou non? Vous votez. Oui, bon, vous êtes tous unanimes, pas de débat. Merci, au revoir. Alors Grégory, vous qui le suivez avec attention. Forcément, Arthur. non mais déjà c'était une surprise dans cette équipe de France, il faut le rappeler. Il passe devant Gaël Monfils qui n'a pas été appelé, c'était le grand absent on va dire de ce rassemblement de l'équipe de France de Coupe Davis. Sur le bilan comptable, il fait une défaite, une victoire sur le double. Sur le simple, il ne faut pas oublier qu'il jouait quand même contre le 12e mondial. Lui est encore à une 58e place, même s'il a fait une progression fulgurante sur cette année 2021, passant de la 170e à la 58e place. Il a encore un cap à franchir. C'est une expérience internationale. Il était à 2 doigts de le battre, enfin pas le battre, en tout cas d'égaliser dans le deuxième set. La petite déception, s'il faut titiller quelque part, c'est qu'il avait eu 2 balles de 7 dans le deuxième set, justement, qui lui aurait pu lui permettre de jouer, on va dire, ses chances jusqu'au bout face à Cameron Norrie. Maintenant, il remporte quand même son match de double avec Mahut. Donc c'est quand même une expérience acquise pour lui qui lui sera, je pense, profitable sur l'année 2022. Attendons de voir comment il va pouvoir profiter de cette expérience, mais la progression elle est tellement fulgurante et c'est la petite cerise sur le gâteau, cette convocation en équipe de France de Coupe Davis, qu'on ne peut pas être déçu de cette prestation. Patrice, on l'attendait pas vraiment Reinerknecht à ce niveau et finalement c'est une victoire et une défaite à 2 doigts d'une victoire, ou en tout cas d'un match très serré. Oui, c'est pas facile dans une première sélection de Coupe Davis de se comporter comme ça. C'est vrai qu'il y a une pression, même si la Coupe Davis n'est plus la même que celle qu'elle était autrefois. Et puis on sent bien qu'il y a un changement de génération qui est en train de venir là, dans le tennis français. Hein, les Monfils, tous ceux qui, même mon fils est souvent blessé, mais enfin, il y a un appel à une nouvelle génération. Il y a Gaston qui n'était pas là non plus, qui aurait pu l'être. Il fait partie de cela. Il n'est pas tout jeune, cela dit. Il a 26 ans. Voilà, 26 ans. Il est pro seulement depuis 2018. Oui, c'est un type en plus, c'est ça. C'est un type qui a une maturité, qui a été au Texas, qui a fait des études, qui a fait de finance, etc. Donc, qui a une forte maturité. Donc c'est bien, ça représente peut-être l'avenir du tennis français. C'est pour ça que c'est pas décevant. Après, on gagne, on perd, ça arrive. C'est sûr, c'est pas le crack qu'on a découvert comme Wembanyama à 15-16 ans. C'est pas finalement, un gamin, il a passé les étapes pour arriver à la 50e place mondiale. Il a peut-être cette maturité qui est nécessaire pour faire un bon joueur. C'est son histoire par rapport à des cracks comme ça. Il est arrivé sur le tard au tennis. C'est un peu comme... C'est ce que m'a dit le comité des Yvelines de tennis. Ils étaient 4 à partir aux États-Unis.
et c'est le seul finalement qui arrive à percer, alors que c'était peut-être le moins bon à la base. Ouais, les voilà. quatre. Ouais, Et bon, il a cursus gros, particulier, oui. gros potentiel. Et après, sur la réponse à la question, il y a son simple, il le perd sur un score fort honorable contre le 12e, quand on a un 12e mondial. Donc c'est quand même cette fameuse défaite encourageante. Et puis en double, faut pas oublier quand même qu'il remplace entre guillemets Herbert avec sur une paire Mahut-Herbert qui est une des meilleures au monde. Et il arrive à se hisser au niveau et à gagner son match. Donc c'est à son âge, vu son parcours et puis en gros le potentiel qui malgré tout s'est fait jour assez rapidement, c'est très encourageant pour l'avenir. Dans cette effectivement ce reset ce sélectionné d'ailleurs, c'est de la part de CSQD. Grosjean, je crois. C'est Grosjean, pardon. Sébastien Grosjean. C'est assez courageux de le sélectionner d'ailleurs, parce qu'on aurait pu. Mais Il a mis sur la touche mon fils pour prendre Rinderknecht, absolument. Ouais. en gros. Ouais, qui était plus en rythme en fait. Que Qui avait gagné plus de matchs. C'est l'un des joueurs français qui a remporté le plus de matchs cette saison sur costaud aussi, hein. C'est pas combien il fait, 1m96. 1m96, c'est ça, voilà. Ça, il est dans les standards. Ah, Il est dans les standards actuels de tout meilleur. Oui, donc gros service, etc. Mike, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, ce qui est important, c'est un peu son positionnement vis-à-vis de tout ça. C'est un garçon qui se prend pas trop la tête, et il prend les choses comme elles arrivent. Et ça se voit à travers son cursus. Au départ, il n'était pas parti pour le tennis. Il fait ses études, il s'entraîne à côté. Et finalement, il se voit qu'il est capable de faire pas mal de choses. Donc pour lui, je pense que tout est bénéfique. Il ne se prend pas trop la tête. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il maîtrise les codes médiatiques. C'est-à-dire qu'il sait de quoi parler et de quoi ne pas parler. Souvent, il parle souvent de ses objectifs où il ne les dit pas au grand public. Mais tu sens qu'il y a un travail de fond qui est fait avec son entraîneur. Il sait où il va aller, mais en même temps, il est assez réservé par rapport à ça. Et je pense qu'on a un prodige, et même s'il ne veut pas l'avouer devant tout le monde, mais voilà, il faut compter avec lui. Mais C'est sa sûr. vraie force, et je l'avançais déjà la dernière fois, je rejoins Patrice et Mike là-dessus, c'est qu'il a un parcours complètement atypique par rapport aux autres tennisman qui sont sur le parcours circuit. classique. Oui, d'un les tennisman. Monfils, les Gasquet qu'on a tout de suite projeté très jeune sur 17 le devant de la 18 scène ans. mondiale. Lui est arrivé tard, donc peut-être qu'il n'aura pas la même pression que ses autres joueurs, et ça peut l'aider, je pense, même sur une progression qui peut continuer sur l'année 2022. Et c'est un très gros travailleur, hein, d'après ses coachs. Il s'entraîne et il veut gagner des matchs. Et à côté de ça, il s'en fiche. En gros, il s'en fiche de la médiatisation. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des matchs, Patrice. C'est positif. Et en plus, enfin, il le dit d'ailleurs, je crois lui-même, si on m'avait lancé plus tôt, j'aurais été nul, quoi. Enfin, j'aurais rien fait sur le circuit. C'est-à-dire qu'il a attendu cette maturité pour se lancer, pour choisir ce qu'il avait envie de faire, pour être sûr d'avoir envie de devenir pro et de jouer le circuit, quoi. Ce qui est pas un truc évident. C'est pour ça que ni la défaite ni la victoire, enfin, il n'a pas eu d'euphorie après la victoire en double, et et pas de dépression après la défaite en simple. C'est un type bien structuré, quoi. Il ne faut pas oublier le contexte aussi de la Coupe Davis qui ressemble plus vraiment à la Coupe Davis Oui, alors, qu'on a tous tout à l'heure, connue. ouais, c'est quand même, Est-ce que ça joue sur le mental ou sur les performances de nos joueurs? Peut-être pour les plus jeunes, peut-être. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'ils se posent pas de questions. Ils se posent pas de questions. Ils se posent pas de questions. Il y a moins de public. Il y a moins de pression. Là, c'était en Autriche, il n'y avait pas trop de supporters. Il y avait personne dans la. Donc il était, oui, je pense qu'il Même pas était quels un sont peu les plus autres. serein que quelqu'un qui aurait démarré dans les années 90. Quoi. Ouais, et puis même au-delà de ça, il n'était pas attendu. Il n'était pas vraiment attendu, donc il fait son petit bonhomme de chemin. C'est ça qui est intéressant La pression était dans son peut-être parcours. plus là sur cette équipe de France, sur Mahut Herbert, du coup, cette paire qui gagne tout, plutôt que sur Arthur Rinderknecht qui n'avait jamais joué, peut-être. C'est ce que vous voulez dire. Oui, exactement. C'est exactement ça. À noter également que Arthur Rinderknecht est le deuxième Évinois à percer au plus haut niveau après Mikael Yodra. Donc c'est le numéro 2. Terre de tennis. Et dans Numéro les 4 mousquetaires, il n'y avait pas d'Yvelinois, non? Non, je ne crois pas. Alors en tout cas, on souhaite bon courage à Arthur Rinderknecht pour sa saison 2022, une saison qu'on suivra avec attention. On va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment le plus incroyable, le plus cérébral de cette émission. De quoi allez-vous nous parler, Grégory? Du trophée dont vous rêviez. Voilà, elle commence très bien cette chronique. C'est trop cérébral. Mickaël, lorsque vous couriez derrière un ballon, je sais que vous avez rêvé de ce trophée. Vous le remporteriez à coup sûr si, en plus des footballeurs, il était ouvert aux journalistes de sport. On ne parle que de lui. Noël approchant, c'est bien sûr le Ballon d'Or. Alors le 29 novembre dernier, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or France Football 2021.
le 7e pour la Pulga dans sa carrière, lui qui est le recordman à 2 unités désormais devant son rival Cristiano Ronaldo et ses 5 titres. Et pour nous, chroniqueurs du SOP Sport, il y a de quoi être heureux. Un club français, que dis-je, des Yvelines, basé dans les Yvelines, dans le département, le Paris Saint-Germain, qui obtient son premier ballon d'or dans l'histoire. Il est vrai que l'Argentin n'est dans la capitale que depuis quelques mois et que l'essentiel de ses performances ont été réalisées à Barcelone, mais le PSG avait subi la même injustice en 1995 avec Georges Weah, qui venait de quitter les Parisiens et qui avait remporté la distinction individuelle sous les couleurs du Bayern Munich. Injustice, c'est le mot qui me vient à l'esprit en parlant de ce Ballon d'Or 2021. Loin de moi l'idée de remettre en cause le talent et le génie de Lionel Messi. Nous ne reverrons pas de sitôt un tel joueur qui, en plus de nous avoir égalé, nous a offert sans doute la plus grande rivalité de tous les temps avec le Portugais CR7. Mais cette année, non, Léo ne méritait pas cette distinction, ou en tout cas, d'autres la méritaient plus que lui. Je vous arrête tout de suite, je ne parlerai pas de Karim Benzema. Je vais m'en tenir uniquement au podium de ce Ballon d'Or 2021 qui va sans doute s'afficher. Mon favori de cette année est arrivé en 2e position, son nom, Robert Lewandowski, bien sûr. Il a marché sur l'eau la saison dernière avec le Bayern Munich. Au moment de la clôture des votes du Ballon d'Or, fin octobre, ce sont les statistiques qui apparaissent et qui comptabilisent les chiffres en club et aussi en sélection. 54 buts pour le Polonais, 7 passes décisives. Mieux, vous le voyez, que Lionel Messi avec ses 40 buts et 14 passes décisives. Alors sur le plan individuel, Robert Lewandowski devance Lionel Messi, le Polonais, et le soulier d'or européen, c'est-à-dire le meilleur buteur du continent sur la saison dernière, avec 41 buts dans le championnat allemand. Il a fait aussi tomber le record historique de Gerd Müller sur une saison qui courait depuis la saison 1971-1972. Bref, légendaire Robert Lewandowski. On ne sait plus trop vers quoi aller avec ce Ballon d'Or, je vais m'expliquer. Des fois, on avance que c'est le meilleur joueur individuel sur une saison, donc on va mettre en avant les performances individuelles sur une saison pour désigner le Ballon d'Or. Là, le compte n'y est pas, puisque Robert Lewandowski, je vous le disais, a une meilleure statistique que Lionel Messi. L'autre motivation, l'autre raison pour le Ballon d'Or qui est souvent aussi affichée, c'est le joueur le plus déterminant au sein de son équipe, celui qui a fait gagner aussi à son équipe des trophées déterminants. Là, les pro-Messi vont dire que il y a la Copa América, le premier titre obtenu avec l'Argentine, qui a plus de valeur qu'une Bundesliga ou la Coupe du Monde des clubs gagnée par le Munichois. Mais même sur ce point, regardez de palmarès sur la saison dernière, Messi est battu. Jorginho, 3e sur le podium du Ballon d'Or, a gagné lui la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro avec l'équipe d'Italie. J'étais obligé de parler de l'Italie dans cette chronique. L'Italien lover. Forcément. Mais donc c'était les 2 trophées majeurs forcément qui s'offraient à lui sur cette saison. Alors même si... C'est pour ça que ça vous a énervé. Non, c'est pas pour ça que ça m'a énervé. Non, vous voyez, mon favori, j'ai dit que c'était Robert Lewandowski. Mais l'Italo-Brésilien, je pense, n'a pas remporté le Ballon d'Or parce qu'il n'a pas été aussi déterminant. On ne retient pas Jorginho, forcément, dans le titre de Chelsea, dans le titre de l'Italie. Donc c'est sans doute pour ça qu'on ne l'a pas choisi. Mais voilà, le doute m'empare et j'aurais voulu quand même voir Robert Lewandowski cette année. Il va rejoindre malheureusement le club de ces oubliés du Ballon d'Or. Dans les dernières années, on peut penser forcément à Ribéry, à Schneider, à Iniesta, à Buffon, à Neuer, à Maldini ou encore Beckham. Tant de noms qui sont passés tout près mais qui n'ont pas gagné cette distinction. Alors l'injustice est là, on ne peut pas revenir en arrière désormais, mais je pense qu'on peut réparer cette injustice en donnant le Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski. Le Ballon d'Or 2020, on le rappelle, qui avait été supprimé tant de pandémie Covid oblige. Je pense que pour racheter cette injustice, pour la rattraper en tout cas, on devrait lui donner ce Ballon d'Or 2020. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut donner un Ballon d'Or en 2020 C'est juste ça, moi. Hold up. Très haut niveau. Ah oui, pourquoi ? Parce que je pense que le juge de paix, c'est quoi ? C'est on juge un joueur sur l'ensemble de la saison. C'est pas que sur la Copa América, que sur l'ensemble de la saison. Et puis après, il y a les statistiques individuelles, collectives. Et quand on regarde sur les 2 saisons qu'on vient de dire Greg, Lewandowski, il mérite d'être Ballon d'Or. Après, c'est pas scandaleux que Messi l'a eu. Messi, c'est quand même un garçon qui est prodigieux depuis ce qu'il fait depuis des années maintenant avec l'Argentine et Barcelone. Mais moi, je trouve que cette année, voilà, c'est pas du tout mérité. C'est pas du tout mérité. Et encore une fois, je le disais tantôt, quand tu es polonais, c'est pas pareil que quand tu es un Argentin. Quand tu es un Brésilien, c'est pas pareil que quand tu es un Polonais. Il y a aussi l'aspect l'aura médiatique, parce qu'il faut se dire la vérité, ceux qui votent, c'est vraiment les journalistes.
Et donc, tout ça Journaliste, sélectionneur, je Non, crois. seulement les journalistes. Que journalistes cette Pendant année. un moment, il y avait un accord entre France Football et la FIFA où il y avait un mix entre journalistes et sélectionneurs et capitaines aussi des sélections. Je crois que c'était 200 sélections et 200 capitaines, 200 sélectionneurs, plus des journalistes. Mais depuis 2016, on est revenu à l'ancienne formule du Ballon d'Or, la formule historique, avec seulement des journalistes. Et il y a près de 200 journalistes dans le monde qui votent pour ce Ballon d'Or. Entier, oui, parce qu'à un moment, il y a eu que les Européens Oui, qui c'est votent. ça. Donc, ça change. Après, juste pour finir, ce qui est quand même marrant en fait dans cette histoire, c'est Messi, quand il fait son discours, il parle de Lewandowski. Donc quelque part, lui-même, il sait qu'il n'est pas, c'est pas légitime son Ballon d'Or. Mais est-ce qu'il peut le refuser? Il peut rendre hommage au Mais deuxième. moi, je dirais justement, et je me suis posé cette question-là, je me suis dit, un gars comme Messi, où il est regardé dans le monde entier, il inspire énormément d'enfants. Le fait de reconnaître que franchement, je ne mérite pas le Ballon d'Or, je te le donne, pour moi, c'est une classe incroyable. Et ça changerait énormément l'image de cette société qui est concentrée que sur soi-même. Et je pense que oui, il pouvait le faire. Il en a gagné 6 déjà de Ballon d'Or. Enfin, franchement, il n'a Il pas n'y a plus besoin. de place chez lui, je crois. Mais même ses enfants, il y avait une vidéo assez marrante où ses enfants ne savaient même plus combien il en avait gagné. Oui, Et oui. ils ont resté On le sait, huitième, mais oui, c'est 6, ça. 7, 8. 7, il n'est pas prêt d'être rejoint. Mais c'est ça, Pierre Chevalier. on a l'impression qu'on chassait les records, c'est-à-dire que de lui accorder le 7e Ballon d'Or, et d'une certaine manière, je pense qu'on est tous autour de cette table d'accord pour dire que si Messi devait avoir un Ballon d'Or, c'est sur l'ensemble de sa carrière éventuellement. Là, si ça récompensait une carrière entière, pas photo, avec 2 ou 3 très grands noms, il pourrait l'avoir. Là, on est sur une saison. Et effectivement, je suis d'accord avec Mike, sur une saison, il y a eu des performances bien plus régulières, bien plus clinquantes et bien plus marquantes, justement, dans le jeu du Bayern, par exemple, que celle de Messi. Après, il y a sûrement un contexte qui fait qu'il a trusté quelques votes et plus de votes que Lewandowski. D'ailleurs, on a presque l'impression qu'il le savait déjà en arrivant en Strass et Payet. Il le savait déjà. Strass et Payet avec les enfants. Alors moi, je savais pas qu'il le savait. Mais ça donnait l'impression Et ils ont pris tous ces ballons aussi faut quand même pas dans le oublier que musée de Patrice- Barcelone pour le ramener à Paris aussi. Patrice Evra, avant même l'annonce, avant qu'ils aient annoncé le Ballon d'Or, il l'avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Oui, comme quoi, c'est on le connu savait depuis déjà. au moins une Donc, semaine avant le Ballon d'Or. Il s'est bien gardé quand même. Toujours ne boudons pas notre plaisir. Effectivement, ça arrive au PSG, même si le PSG n'est pas responsable de grand-chose sur ce Ballon d'Or. Mais pour le coup, il est dans les Yvelines. Danilo. Et si jamais, Ah, Ronaldinho, je pensais Danilo. Il a eu après. si jamais ça peut déclencher quelque chose, c'est que s'il nous refait des prestats comme hier soir Ouais, en Ligue des Champions mal. contre Bruges, Hein. là, pour le coup, ça voudrait dire, ok, j'arrive avec mon aura de Barcelone, je me suis adapté, j'ai pris du temps, mais je me suis adapté au climat notamment, parce qu'apparemment ça joue beaucoup, au climat parisien, et maintenant je déroule. Et ce qui est bien, c'est qu'on en aura besoin pour les huitièmes de finale Hier, il fait pas un grand dès match. le printemps. Hier, il fait pas un Il grand fait un match. très bon match. Mbappé, c'est Mbappé qui Mbappé est sublime le au-dessus. match. Mbappé C'est Mbappé qui le. Vous savez, Patrice était au stade, il fait le contexte, Ça sera le deuxième Ballon d'Or s'il reste- le s'il reste contexte, au PSG. le contexte, Le but qu'il met est un but fabuleux. Le contexte d'un sportif. C'est le meilleur match que je l'ai vu faire depuis qu'il est au PSG, moi. Mais je suis pas du tout d'accord avec eux. Hein. Moi, j'étais pour Messi pour le Ballon d'Or. Je trouve qu'il le Alors méritait. pourquoi alors? D'abord, Greg a raison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. C'est compliqué ce Ballon d'Or qui est d'une distinction individuelle dans un sport collectif. C'est vrai qu'il y a un truc qui ne va pas dedans. Mais après, Lewandowski, très bien, mais il devait l'avoir en 2020. Malheureusement, il n'y en a pas eu en 2020. En 2021, avec le Bayern, ils sont éliminés au 8e du final par le PSG, je Par le crois. Paris Saint-Germain. La Pologne. Mais Robert Lewandowski ne joue. Messi n'était pas. Et sans Messi, sans même Sans avoir Messi. besoin de Messi. Hein. La Pologne, Oui. éliminée dès le. Après, c'est difficile de gagner dès les un phases de titre poule. international avec la Pologne. Hein? C'est difficile de gagner un titre Ah, international bah avec oui, la Pologne. d'accord. Il faut quand même rappeler le contexte. Non, mais en Faut quand même 2020, rappeler il le a été contexte. formidable. En 2021, Non, il y a, je suis il y a pas un sûr contexte que. important. La Lewandowski Copa a pas- América. La Copa Ouais, América il y qui a a la été Copa jouée cette année. América, ouais. D'accord. Ça n'a pas été d'un grand niveau, il faut dire la vérité. Quand on a des nations comme le Paraguay, la Bolivie, tout ça, il faut quand même se dire la vérité. Le Brésil, d'accord. Mais Oui, c'est pas la Coupe d'Europe, je suis d'accord avec vous, oui. dire que grâce à ça, il a pu gagner le Ballon d'Or,
C'est un hold-up. Non, je suis désolé. mais après, non. Je suis désolé. Et c'est là où Lionel Messi s'en parle de lui-même et son aura médiatique. C'est tout. Ça se joue que sur ça. Il n'y a pas d'autre débat par rapport à ça. Ça se joue pas que sur ça. Ça Mais se bien joue sûr, sur ce que disait Pierre. Mike, C'est-à-dire laissez parler Patrice. Personne ne s'imposait en réalité. Et Lewandowski n'a pas fait une sublime année 2021. Il a fait une très très belle année 2020. S'il y avait eu le Ballon d'Or 2020, il l'avait. Tout le monde était sûr qu'il l'avait. En 2021, c'était beaucoup plus critiquable. Enfin, c'était et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand personne ne s'impose, eh ben, vous imposez. C'est un peu comme ce que vous dites. Voilà, comme Modiano. Modiano, on l'avait oublié pour le Goncourt, et puis un jour, on lui a donné le Goncourt pour le livre qui est probablement pas le meilleur que de celui qu'il a écrit. Ben, Messi, c'est un peu pareil. C'est des fautes de mieux. Ben, on le donne au meilleur joueur du monde, à Messi. Et en plus, alors après, moi, c'est en tant que supporter du PSG, eh ben, je préfère que ça soit un joueur du PSG que du Bayern de Munich qui le porte, et je vous emmerde. Carton jaune pour Patrice Je pense Carmouze. qu'au-delà des statistiques que j'ai rappelées, Lewandowski a aussi souffert. Mike commençait à avancer cette idée d'aura médiatique. À une image, il a souffert de son image peut-être trop lisse, trop froide, le buteur un peu clinique devant le but, qui a pas trop d'émotion. Et je si on pense que regarde ça au peut niveau le des servir votes, aussi. toute l'Amérique vote Messi, l'Asie vote Et Messi, l'Europe vote l'Europe vote Lewandowski. Lewandowski, et l'Afrique, je crois, aussi de Ouais, mémoire. sûrement. Mais quasiment le monde entier en fait vote Messi, peut-être parce qu'il est Plus connu, plus oui. connu. C'est Laurent, aussi, oui, peut-être. c'est parce que- sûr. C'est une star, Lewandowski l'est pas. Et on est en fin Et de- Jorginho encore moins. Moi, j'ai une question. Lewandowski crée moins d'émeutes à Paris, voilà, quand il se balade que Messi. À ce sujet-là, on a le même débat au basketball. Quand tu es un Américain, c'est pas pareil. C'est pas Oui, pareil. bien Quand tu es un Américain, tu n'es pas considéré pareil. Donc quand tu es un Brésilien dans le football, quand tu es un Argentin, c'est pas non plus la même chose. Après, je reviens encore sur ce sujet-là. On se pose la question, on se dit, est-ce que vraiment Lionel Messi mérite d'être Ballon d'Or? Franchement, c'est abusé. Enfin, alors de là à dire qu'il aurait fallu qu'il le rende et qu'il le fait à quelqu'un d'autre, et puis alors il est qui pour faire ça? Il y a 200 journalistes mondiaux qui ont voté. C'est pas le mec qui va dire ah ben non finalement je Et après, il y a les mérite pas, je le contrats rends. derrière, il y a beaucoup de choses aussi derrière, il y a une machine derrière. Et puis individuellement, cette Ballon d'Or, je suis pas sûr qu'on reverra ça dans l'histoire du foot. Quoi. Pas de notre vivant, sûrement. Même le pauvre Ronaldo, voilà, c'est pas pour lui quoi. Je suis pas sûr que Rapidement, Pierre, et après on passe à la je prochaine suis pas sûr que thématique. pour cette élection ils aient le choix dans la date au niveau fin de saison, parce que c'est un moment particulier, notamment pour Messi, parce qu'il a pas encore donné la pleine mesure Non, de c'est son ça, talent au PSG. Au PSG. Et par contre, Mais on va pas te dire compte de ces 3 mois-là, on quoi. juge on juge de l'ensemble de son œuvre, et c'est, je pense, pour justement assez honorifique et finalement de pouvoir miser sur une valeur sûre. C'est pas justifié, mais c'est une valeur alors sûre. le trophée. Mike, il faut qu'on avance dans l'émission. Le trophée de meilleur buteur qui lui a été attribué, c'est pas une compensation parce qu'ils savaient. C'est parce que ça n'a jamais existé ce trophée-là. Bah, les mathématiques, Comme par c'est ça. hasard, en 2021, ils ont sorti ce trophée-là. Enfin, c'est quand même. Grégory. Si on remporte ce trophée avec l'Argentine, c'était moins d'un an après la disparition de Diego Armando Maradona, et donc il y a aussi, je part pense, symbolique. une part symbolique. dans ce trophée. Exactement. Alors on va maintenant parler des Jeux Olympiques de 2024, peut-être un sujet peut-être moins passionnant ou passionné, je ne sais pas, mais voilà, qui se dérouleront, comme vous le savez, à Paris. Selon plusieurs sources, le tracé de l'épreuve ouverte pour la première fois au grand public pourrait passer par l'ancienne demeure du Roi Soleil à Versailles le 11 août 2024. Si le départ sera donné pont d'Iéna à Paris, le reste du parcours pourrait effectuer une grande boucle dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Selon ces sources, le tracé pourrait emprunter le tracé du Paris à Versailles, ce mythique 16 km entre Paris et Versailles donc. Un parcours qui passe notamment par la terrible Côte des Gardes à Meudon, 1 km avec une côte à 7% et qui se termine devant le château de Versailles. La question sur ce thème, est-ce que c'est une bonne idée de la part des organisateurs d'utiliser le parcours du Paris-Versailles? Oui ou non? Non pour vous? Oui. Je dirais pourquoi. Alors, on va faire un petit duel entre Grégory et Pierre. Alors Grégory, vous commencez. Moi déjà de dire que ce marathon pour tous qui s'annonce pour 2024, je suis très curieux de le voir, qui sera Vous voulez y ouvert. participer Non, j'ai pas le niveau, mais en tout cas il est ouvert aux amateurs, ça c'est beau. Il y a 1000 coureurs qui se sont qualifiés en battant Eliud Kipchoge, la légende du marathon, légende kenyane. Donc déjà moi je suis intéressé et curieux de voir ce tracé. Maintenant pourquoi je dis que c'est une bonne décision, en tout cas il faudra attendre que ce soit confirmé et officialisé, c'est que on va s'appuyer sur un parcours existant.
France et on va pas imaginer un nouveau parcours. Moi, je pense que c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des parcours qui existent. Le Paris-Versailles, forcément, c'est un classique qui existe depuis 1976. Merci pour mon petit mémo. 1976. Et il y a des passages classiques. Vous les avez rappelés, la mythique côte des Gardes qui arrive après sur ce château de Versailles, qui est une côte très très difficile. Donc moi, je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur des choses qui existent déjà, qui fonctionnent bien, pour construire un parcours d'un tracé du marathon qui pourrait être, à mon avis, intéressant pour 2024. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous répondez ? Moi, j'utilise justement cet argument pour répondre non, en disant qu'il me semble que pour un tracé de marathon olympique de surcroît, il y a une question de topographie et donc de dénivelé qui ne soit pas trop positif. Pour avoir couru le Paris-Versailles, et s'ils prennent la totalité des 16 km, donc la totalité du parcours, effectivement, cette côte des Gardes, elle est brise-patte et vous l'avez fait le Paris-Versailles, de mémoire. Et je peux dire que la Côte des Gardes qui arrive assez tôt dans le parcours est un juge de paix immédiat, mais il ne faut pas oublier aussi que dans le reste du tracé, il y a une montée qui est pas mal non plus à viroflée et n'oublions pas l'avenue de Paris, qui est un espèce de faux plat d'1 kilomètre qui est atroce et qui en gros achève bien. Donc c'est juste pour dire que s'ils en ont le droit, évidemment, dans le droit sur la partie dénivelée et topographie, c'est un théâtre magnifique, mais je pense qu'il y aura des contraintes justement de planimétrie globale sur les 42 km. Après, ce serait sûrement la fin du parcours de ce marathon. Forcément, le Paris-Versailles, c'est 16 km. Ça va les imaginer. Ça va les achever. Alors, Patrice, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui vous a convaincu ? Moi, je trouve que quand il y a le château de Versailles quelque part, je suis toujours content. Comme je le ferai pas, qu'il monte, ça m'est égal un peu. Non, mais c'est vrai, non. Après, comme ça fait 16 km, et après on le fait dans l'autre sens, donc ça descend. Ça serait, à mon avis, ils vont l'allonger. À mon avis, ils vont l'allonger. D'accord, oui. Ça va passer par Paris, peut-être le bois de Boulogne, et la sinon, fin rejoindrait ça descend, donc ça compense. Ça partirait de Paris et ça reviendra à Paris. Ça ferait une boucle. Ça revient forcément à Paris. Pour l'instant, c'est pas encore défini à 100%. Non, je trouve que c'est beau. Enfin, c'est beau dans l'image que ça met dans le monde entier, quoi. C'est vrai que Paris-Versailles, c'est deux symboles formidables. Et je veux dire, pour les téléspectateurs du monde entier, si c'était ça aux Jeux Olympiques, ça serait très beau. Maintenant, peut-être que techniquement, en effet, c'est pas le meilleur parcours, mais ça, je suis totalement compétent là-dessus. D'ailleurs, si c'est confirmé, ça confirmera que Versailles aura une place presque centrale dans ces Jeux Olympiques. Si vous parlez dans le monde entier, Paris-Versailles, c'est les deux villes peut-être les plus connues de France. Il y aura les épreuves d'équitation, patinathlon moderne. Il y a peut-être aussi le tracé cycliste qui passera par Versailles. Donc, ça sera une place de choix pour Versailles. Donc, ça, on peut aussi s'en réjouir. Est-ce que ce n'est pas trop pour Versailles, peut-être Mike, c'est pas trop. Ils auraient peut-être pas dû en laisser un petit peu pour les autres. Non, je pense pas. Je pense pas pour la simple raison que il faut féliciter le travail des du coup, voire 4 épreuves à Versailles finalement. Oui, mais après, maintenant, si on a la capacité de faire, on le fait. Donc voilà. Mais encore une fois, il faut souligner le travail des grandes distances. C'est ça qui est important. Et puis aussi qu'on a une région qui est assez bien et on a assez de diversité par rapport à ça. On a assez de place pour le faire. Donc moi, je vois pas pourquoi on doit faire la fine bouche. Vous confirmez, Pierre ? Évidemment, je confirme. Il y a une telle aura, une telle image de Versailles à l'international pour la culture d'abord, pour l'histoire. Mais si on peut en plus montrer à quel point Versailles est une ville sportive, est une ville esthétique et moderne, ne nous en privons pas. Là, pour le coup, là, on peut verser dans l'euphorie et de pouvoir justement accueillir le plus d'épreuves possible, si ça s'y prête. Et pour le coup, c'est à la fois télévisuel et bien pour tous les spectateurs, et évidemment bien pour la ville de Versailles. Et vous serez sur le marathon, vous ? Ouais. Il reste des places qualificatives. C'est Paris-Versailles, apparemment. Les épreuves n'ont pas été encore précisées, mais il restera des moyens de se qualifier pour ce marathon pour tous. Moi, j'y participerai pas, je vous l'annonce. Voilà, c'était officiel. Vous nous lâchez cette information comme ça. Non, mais il y aura d'autres. C'est l'information du jour. Grégory, Canal, ne participera pas. Alors, on va maintenant prendre la direction du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le président de la Fédération française, Pascal Grisot, et Brigitte Henriquez, présidente du CNESF, ont présenté fin novembre une nouvelle version de Mon carnet de golf, le livre pédagogique multidisciplinaire qui avait rencontré un grand succès auprès des scolaires dans le cadre de l'accueil de la Ryder Cup en 2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Souvenez-vous, cette interview avait été réalisée en 2018 dans cette école de Voisins-le-Bretonneux.
On a 2 thèmes généraux au départ, découvrir le golf et découvrir la Ryder Cup. Donc, je découvre, je progresse, j'approche et je retiens. Lorsque les enfants ont parcouru donc, ces pages, ils ont déjà une culture assez étendue par rapport au thème. C'est vraiment bénéfique. Cette fois-ci, le carnet sera centré sur les valeurs de l'olympisme et les Jeux Olympiques de 2024 pour illustrer les épreuves de golf qui seront organisées au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le livret devrait être diffusé à plus de 3000 classes sur tout le territoire pour 90 000 élèves de CM1, CM2 et 6e. La question sur cette thématique, ce carnet permet-il de gagner de futurs licenciés? Oui ou non? Ah, vous avez dégainé le premier, Pierre. Alors non pour vous, on va faire le duel entre Pierre, allez-y. C'est une réédition et c'est un moyen de rentrer dans les écoles et de développer le golf par sensibilisation. On démarre par casser les mythes et justement de montrer le golf par ses vertus, par son enthousiasme et l'avantage de la pratique. Et on désacralise un petit peu cette image des golfeurs poussiéreux en veste en tweed avec des knickers. Et on rentre dans toutes les écoles de France, parce qu'il n'y a pas que dans le département, mais c'est justement une opération nationale. 90 000 élèves en France. On vulgarise un petit peu et surtout, en fait, on donne l'idée à des enfants d'aller sur un practice de golf, d'aller plus tard sur un parcours de golf, d'emmener leurs parents, les familles. Et donc, on est dans une opération, je vais utiliser des gros mots, de vulgarisation ou de popularisation qui est extrêmement bénéfique pour l'ensemble. Après, ça créera des licenciés. Pour l'instant, sur l'opération de 2018, on était sur des taux de transformation assez faibles. C'est-à-dire que sur une classe par exemple, de 25, 30 enfants, il y en a peut-être 2 ou 3 maximum. Donc un tout petit 10% qui poursuivaient en école de golf. Mais c'est déjà ça. Et la Fédération française de golf, là, actuellement, ne s'est jamais aussi bien portée post-confinement en termes de nombre de licenciés que cette année. Et ces opérations-là, justement pour emmener les enfants spectateurs au Golf National, qui est un stadium de golf, on l'a déjà dit, absolument phénoménal. C'est une très belle option pour les golfeurs et les golfeuses de demain. 402 000 licenciés golf en France. Licenciés, je précise, voilà, pas pratiquants. On peut aller plus haut. On parle même de 430 000 en fin d'année. Et ça sera plutôt dans ces eaux-là. Alors moi je pense pas que ça va forcément amener de nouveaux licenciés vers le golf. Je pense que c'est dans la veine en tout cas de préparer ces Jeux Olympiques. On dit souvent sur ce plateau, préparer la génération 2024. Il y a un événement exceptionnel que peut-être ces enfants connaîtront une seule fois dans leur vie. Les derniers JO à Paris c'était en 1924. Donc voilà, on va peut-être connaître pour la seule fois de notre vie cet événement. Donc c'est plutôt pour construire cette génération, pas forcément pour les amener vers le golf. Moi je vois plus ça comme une stratégie un peu plus globale, comme ça peut être aussi enclenché dans d'autres sports. Et je pense que le golf, on le disait, n'en a pas forcément besoin. Il y a une belle progression dernièrement, 430 000 licenciés, c'est ce qui est annoncé pour la fin d'année. Le golf qui s'est aussi démocratisé grâce à des événements internationaux, la Ryder Cup, il va y avoir les Jeux Olympiques. Et je pense aussi qu'elle a gagné aussi en publicité cette discipline du golf pendant le confinement où finalement le golf à un moment donné c'était l'un des seuls sports qu'on avait le droit de pratiquer. Donc je pense qu'elle n'a pas forcément besoin, en tout cas ça peut être une belle action pour vulgariser un peu plus le golf, mais moi j'ai l'impression que c'est plus une stratégie globale pour amener les enfants vers ces Jeux Olympiques, pas forcément en tant que licenciés. C'est un petit plus pour vous. C'est un petit plus, ouais, absolument. Patrice, qui vous a convaincu? Alors vous êtes un passionné de golf. Je suis d'accord avec Pierre. Enfin, de toute façon, ça risque rien. Donc, allons-y. Et il y a quand même encore, même s'il y a une progression du nombre de licenciés, il y a quand même une image du golf qu'il faut changer. Quand vous avez eu la Ryder Cup, regardez, on avait annoncé la venue du Premier ministre, du Président de la République, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Probablement pour une question d'image, pour pas avoir une image à coller à un sport qui est considéré encore comme un sport de riches ou de privilégiés. Donc ça c'est très important. Et puis les exercices doivent être assez marrants dans les carnets de golf. Je dis qu'on pourrait peut-être aller plus loin, puisque moi je me souviens avoir joué une fois en Belgique et il y avait au départ cette phrase, et ça aurait pu être un devoir de philo de 4 heures. N'oubliez pas que vous ne suivez pas l'équipe qui vous précède, mais que vous précédez l'équipe qui vous suit. Sur le temps de jeu, vous pouvez réfléchir. C'est important.
Mike, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi je suis d'accord avec Pierre aussi, parce que ce que j'aime bien en fait dans cette démarche-là, c'est la pédagogie en fait, à travers l'école et à travers vraiment comment ils essaient d'instrumentaliser les choses. Je trouve que c'est une bonne pédagogie, et puis les jeunes d'aujourd'hui, c'est eux qui vont construire l'avenir de demain. Donc après, ce qui est important dans ça, c'est travailler dans la longévité, c'est continuer ce travail-là de fond. Et je pense que ça va être une bonne chose. Nous, les basketteurs, on aime bien le golf, donc voilà. Tous les sportifs, généralement, aiment bien c'est un deuxième sport, souvent. Et c'est dans le débat, c'est ne pas utiliser le terme de démocratisation, parce que ça veut dire qu'en gros, on cautionne l'élite, et que ça a été longtemps réservé à des privilégiés. Mais il y avait déjà une offre qui était variée et qui était diverse. Il y a tout type de parcours qui sont ouverts, certains qui sont privés, qui sont effectivement fermés, mais la plupart maintenant sont notamment avec les 100 petites structures qui ont fleuri avec la candidature de la France pour la Ryder Cup, qui ont fleuri un peu partout sur le territoire français et qui maintenant sont des urbains, souvent, hein. Voilà, complètement, donc des practices et des 6-9 trous, et qui sont des formidables lieux de rencontre, de partage autour du golf, qui est un sport pour tous finalement, le sport d'une vie, tous les âges, qu'on peut jouer en famille, en couple, entre amis, et c'est très bien qu'un petit bouquin, des jeunes de tous les quartiers, c'est très voilà, important. toutes les sensibilités, tous les niveaux, et qu'un carnet puisse leur donner envie, ne serait-ce que d'essayer, c'est ça. En gros, on risque rien d'essayer. Et après, les professeurs des fois adaptent aussi ce carnet avec leur enseignement. Par exemple, moi, quand j'étais allé dans cette classe justement, ils avaient proposé un dessin animé autour de Disney, autour du golf, par exemple, et ils étaient très intéressés. Personne ne parlait dans la classe, en tout cas. Et on peut venir avec des clubs en plastique, des balles en plastique sur un tapis de practice dans la cour de l'école. Ça c'est aussi un avantage énorme sur la promotion du golf. Et souvent sur un parcours de par 72, combien ferez-vous? Et souvent, ils sont allés à Saint-Quentin-en-Yvelines. En tout cas, ils sont allés sur l'Albatros à Saint-Quentin, au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour découvrir de leurs propres yeux ce qu'était un terrain de golf, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc plutôt positif. Oui. Ça sera le mot de la fin sur cette émission. Alors si vous voulez télécharger mon carnet de golf, vous allez sur Génération 2024. Il est disponible sur la plateforme. Du coup, Génération 2024, vous tapez ça sur Internet. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, en référence à Magic Mike Moncongo, on termine par une citation de l'ancien basketteur Michael Jordan. Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas, trouvez un moyen de l'escalader, le traverser ou travailler autour. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.